Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Sissa Math Ako. Nous allons répondre rapidement à ce quiz, donc je vous souhaite un bon visionnage. Donc, pour faire une intégration par partie ici, alors ici, expo moins 2i cosinus 2x, on peut choisir n'importe quelle fonction comme dérivée et l'autre comme primitive. Donc, si nous prenons soit u de x égale exponentielle moins 2x, alors je prends u' égale à exponentielle moins 2x. Alors, une primitive d'expo moins 2x, ça fait moins 1 sur 2 exponentielle moins 2x. OK? Voilà. Donc, si vous avez, par exemple, exponentielle de ax plus b, exponentielle de ax plus b avec a non nul, la primitive, ça fait 1 sur a exponentielle ax plus b. Je dis avec a un réel non nul. Donc, c'est ça. Maintenant, si nous prenons v de x égale cosinus de 2x, alors la dérivée de cosinus 2x, on dérive d'abord 2x. La dérivée de 2x, ça fait 2. Et 2x multiplié par cosinus prime de 2x. Mais la dérivée de cosinus x, ça fait moins sinus x. Donc, ça va donner 2 fois moins sinus x, c'est-à-dire moins 2 sinus de 2x. OK? Voilà. Maintenant, l'intégrale i devient quoi alors? I devient UV, donc c'est la formule d'intégration par partie. Donc, UV, alors ce qui donne moins demi de cosinus de 2x, expo moins 2x, pris entre 0 et pi sur 8. Voilà, moins intégrale du produit des deux, u fois v'. Donc, quand je fais u fois v', il y a moins, ça fait 2 fois moins demi, 2 fois demi, ça fait 1. Donc, ça va nous donner expo moins 2x, sinus de 2x dx, pris entre 0 et pi sur 8. Voilà. Voilà ce qu'on obtient. Le calcul nous donne moins demi cosinus. Alors, 2 fois pi sur 8, ça fait pi sur 4, exponentielle de moins 2 pi sur 8, ce qui fait moins pi sur 4. OK? Maintenant, moins l'image de 0. Alors, comme il y a déjà moins ici, ça deviendra plus demi. Cosinus 0, ça fait 1. Expo 0, ça fait 1. Donc, plus demi tout simplement. Moins maintenant, l'intégrale de 0 à pi sur 8 de exponentielle moins 2x sinus de 2x dx. Alors, cette partie, nous allons faire une intégration par partie de cette intégrale que je peux appeler j par exemple. OK? Alors, donc, on aura quoi? Là-bas, nous continuons. Nous avons premièrement pris u' de x égale à exponentielle moins 2x. Nous devons conserver ce choix. C'est très important. Et donc, on aura u'. Si on prend u' de x égale exponentielle moins 2x, alors u de x, on l'a déjà vu, ça fait moins 1 sur 2 exponentielle de moins 2x. Et v de x égale ici sinus de 2x, alors la dérivée, ça donne quoi? La dérivée de sinus 2x, ça fait 2 fois dérivée de sinus qui est cosinus de 2x maintenant. OK? Alors, dans notre j, ça fait quoi? J est alors égal à UV. Donc, ça fait moins demi de sinus de 2x exponentielle moins 2x pris entre 0 et pi sur 8 moins l'intégrale de ici, moins, il y a déjà moins ici, donc ça devient plus. 2 sur 2, ça fait 1. Donc, on aura expo moins 2x cosinus de 2x dx pris entre 0 et pi sur 8. Voilà. Alors, à ce stade, qu'est-ce que nous remarquons? Donc, nous remarquons que ça, c'est encore i, notre intégrale de départ qui est apparue là-bas. Alors,
Mais nous devons remplacer tout ça à ce niveau. Donc, notre intégrale I, c'est quoi finalement? Finalement, notre intégrale I est égale à quoi? Ça fait moins demi. Ah, ici, cosinus pi, car je n'avais pas calculé. Cosinus de pi sur 4, ça fait racine de 2 sur 2. Donc, moins demi fois racine de 2 sur 2, exponentielle de moins pi sur 4, plus demi, pi sur 8. Nous aurons ici sinus de 2 pi sur 8, ça fait sinus pi 4, ça fait moins demi que multiplie racine de 2 sur 2, exponentielle moins pi sur 4. Moins l'image de 0, sinus 0 égale à 0, donc l'image de 0, ça fait 0. Moins 0 plus l'intégrale I. Voilà, donc c'est ce que je vais remplacer ici maintenant. Le moins qui était ici va agir sur les deux nombres. Donc ça deviendra plus demi de racine de 2 sur 2 expo moins pi sur 4. Maintenant, quand le moins va agir sur plus I, ça deviendra moins I. Alors, maintenant, je ramène moins I par ici. Et les deux valeurs, ça fait 0. Les deux nombres sont opposés. Finalement, on a quoi? Nous avons, bon, on a d'abord I égale à demi moins I. Donc, ce qui équivaut à, si je ramène moins I par ici, on aura 2I égale à demi. 2I égale à demi équivaut à dire que I est égal à 1 sur 4. Voilà l'intégrale I. Voilà le calcul de notre intégrale. Donc, or, c'est la lettre D qui nous donne cette réponse. Donc, la bonne réponse est D. Voilà. D, 1 quart est la bonne réponse. Nous passons maintenant à la question suivante. On nous dit I moins 1 puissance 2020 est égal à, et les réponses sont proposées. Alors, I, c'est le nombre complexe tel que I carré soit égal à moins 1. On est d'accord? Bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Pour pouvoir déterminer la bonne réponse, nous allons transformer I moins 1 puissance 2020. Nous allons d'abord donner la forme trigonométrique de I moins 1. OK? Voilà. Donc, si nous prenons I moins 1, alors, le module de I moins 1, ça fait racine carrée de moins 1 au carré plus 1 au carré. La partie réelle, c'est moins 1, la partie imaginaire, c'est 1. Donc, ça donne racine carrée de 2. Maintenant, nous allons chercher l'argument principal, ok? Donc, si nous prenons soit θ égale, soit θ, l'argument de I moins 1, ok? On aura quoi? Le cosinus de θ, ça fait la partie réelle moins 1 sur racine carrée de 2. Et le sinus de θ, ça fait partie imaginaire qui est 1 sur racine carrée de 2. Mais ça là, c'est encore égal à quoi? Cosinus θ, moins 1 sur racine de 2. Si on conjugue, ça fait moins racine de 2 sur 2. Vous multipliez le numérateur et le dénominateur par racine de 2. Et ici, le sinus de θ, ça fait racine carrée de 2 sur 2. Mais ça, quel est l'angle donc cosinus vaut moins racine de 2? S'il n'y a pas le moins, si le moins n'était pas là, on sait que c'est pi sur 4. Et quand le moins est affecté à cosinus, alors on va dire tout simplement que θ, ça fait pi moins pi sur 4, ok? Pi moins pi sur 4. Voilà, donc je dis quand il n'y a pas le signe moins, c'est pi sur 4 qui est l'angle. Hein? Cosinus pi sur 4 et sinus pi sur 4, ça fait, eux tous font racine de 2 sur 2. Et quand le moins est affecté au cosinus, là vous faites pi moins l'angle en question, ce qui vous donne 3 pi sur 4. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la forme trigonométrique, hein, donc I moins 1 a pour forme trigonométrique racine carrée de 2 facteur de cosinus de 3 pi sur 4
plus I sinus de 3pi sur 4. Voilà la forme trigonométrique de I moins 1. Maintenant, nous allons utiliser maintenant la formule de Moivre. Hein? Donc, si on fait I moins 1 puissance 2020, ça va nous donner quoi? Donc, on aura racine de 2 puissance 2020. Et pourquoi? Bon, multiplié par cosinus de 3pi sur 4 plus I sinus de 3pi sur 4. Le tout à la puissance 2020. Hein, parce que ici, c'est la multiplication. Donc, si vous avez A fois B puissance n, ça fait A puissance n fois B puissance n. C'est une propriété. D'accord? Donc, c'est elle que nous avons utilisée là-bas. Maintenant, nous allons essayer d'appliquer la formule de Moivre ici. La formule de Moivre dit quoi? Que si nous avons cosinus θ plus I sinus θ, le tout à la puissance n, n étant un entier naturel par exemple. Donc ça nous donne cosinus de n θ plus I sinus de n θ. Ok? Voilà. N est un entier. Bon, n peut être même dans Z. Voilà ce que la formule de Moivre dit. Nous allons appliquer ça ici. Maintenant, racine de 2 puissance 2020. Comment on peut l'écrire, lui? Hein? Donc, on aura I moins 1 puissance 2020. Ça fait. Quand je prends un nombre, quand je prends pour tout nombre positif A, racine de A est encore égale à A puissance demi. OK? Donc, racine carrée de A, ça fait A puissance demi. Donc, ici, nous allons dire que racine de 2, ça fait 2 puissance demi. Voilà. Maintenant, puissance 2020. Facteur de... Maintenant, nous allons appliquer la formule de Moivre. Donc, on aura ici cosinus de 3pi sur 4 que multiplie 2020. Voilà, plus I sinus de 3pi sur 4 que multiplie 2020. OK? Ce qui nous donne quoi? Maintenant, ici, ça va faire 2 puissances. Alors, d'après la propriété de puissance, on fera demi fois 2000. Donc, ça fait 2 puissances 2020 sur 2. OK? Facteur de cosinus. Alors, 3pi sur 4 fois 2000. Hein? Donc, 2000 divisé par 4, ça fait quoi? 2000, 2 puissance 2020 sur 2, ça fait 2 puissance 1010. Maintenant, ici, cosinus 1515 pi plus I sinus 1515 pi, ça donne quoi? La sinus kpi, quel que soit l'entier K, sinus kpi donne 0. Donc, au niveau de sinus, ça fait déjà 0 ici. OK? Ici, ça fait 0. Maintenant, cosinus. Le cosinus kpi, si K est pair, ça donne 1. Si K est impair, ça fait moins 1. Mais 1515 est un nombre impair. Donc, cosinus 1515 pi, ça fait moins 1. Donc, ça fait 2 puissance 2010 fois moins 1. Finalement, I moins 1 puissance 2020, ça donne moins 2 puissance 1010. Voilà. Donc, on voit que la bonne réponse est au niveau de C. OK? Voilà. C, moins 2 puissance 1010 est la bonne réponse. Voilà. Maintenant, nous passons à la question suivante. Pour la question 9, alors très rapidement, quand on dit U vectoriel V est un vecteur. OK? Voilà. Mais U scalaire, si je dis U scalaire V, ça c'est un nombre réel. C'est très important d'avoir cette différence en tête. Mais maintenant, nous savons que U vectoriel V est un vecteur qui est orthogonal à U et à V en même temps. OK? Donc, si nous sommes dans un plan, et on prend deux vecteurs U et V, bon,
qui sont dans le plan. Quand on fait I vectoriel V, ça nous donne un vecteur, voilà, qui est orthogonal à la fois à U et à V. C'est très important. Donc, U vectoriel V est orthogonal à chacun de ces deux vecteurs. Mais donc, si U vectoriel V est orthogonal à U, quand on va faire moins U scalaire ce vecteur, or le produit scalaire de deux vecteurs orthogonaux donne 0. Est-ce que vous voyez? Donc, vous voyez, moins U scalaire U vectoriel V, ça donne 0 car U vectoriel V est orthogonal. U vectoriel V donne un vecteur et ce vecteur est orthogonal à U et à V. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc ici, trouver 0, c'est bon, c'est une bonne réponse. Maintenant, dans les autres, quand nous prenons le B, quand on fait V vectoriel U est aussi orthogonal à U et à V. Et si on fait le produit scalaire avec moins U ici, voilà, ça va donner aussi 0. Donc, voilà, ça veut dire qu'on a deux bonnes réponses. Hein? Petit b, ce que le b donne, ça fait aussi 0. Si on devrait calculer ce produit scalaire, ça fait 0. Donc, A, 0 est une bonne réponse. Petit b, c'est aussi une bonne réponse. Ça veut dire que les deux nombres réels sont égaux. Parce que je dis, le produit scalaire entre deux vecteurs, ça donne un nombre réel. Et ici, le réel, ça fait 0. Donc, ça, là aussi, ça donne 0. Mais par contre, si nous prenons la réponse C, déjà, U scalaire V est un réel. Et on ne peut pas parler de moins U vectoriel, un nombre réel. C'est comme tu dis U vectoriel 3. Pour moi, je pense que ça n'a pas de sens. Est-ce que vous voyez? Voilà. Maintenant, ici, U vectoriel V, c'est un vecteur. Alors, bon, moins 2 fois un vecteur, ça donne un vecteur. Et le vecteur, là, n'est pas nécessairement... Bon, c'est un vecteur déjà, ce n'est même pas un nombre réel. Donc, les deux réponses, c'est petit a et petit b, ok? Voilà. Donc, voilà les bonnes réponses. Bien, donc, c'est tout. On passe à la question suivante. Bien, dans la dernière question, on nous dit un déplacement est soit une rotation, une translation, une isométrie ou bien une réflexion. Alors, donc, il faut connaître la définition d'un déplacement. Un déplacement, c'est une isométrie qui conserve les mesures d'angle, les angles orientés. Voilà. Hein? C'est ça un déplacement. Et un antidéplacement, c'est une isométrie négative, c'est-à-dire qui transforme un angle orienté en son opposé. Donc, des exemples d'antidéplacement, il y a la symétrie orthogonale, il y a la symétrie glissée. Ce sont des antidéplacements. Les déplacements, il y a la rotation, la translation, voilà, ce sont des exemples de déplacement. OK? Mais ici, on nous dit un déplacement est une rotation, une translation. On ne peut pas dire qu'un déplacement est une rotation, non. OK? Parce qu'un déplacement, c'est beaucoup plus vaste. OK? Voilà. Mais la translation et la rotation sont des déplacements. Mais tous les déplacements ne sont pas une translation ou une rotation. Donc déjà, A et B, ce ne sont pas les bonnes réponses. Mais un déplacement, c'est une isométrie. Là, d'accord. Donc ici, on peut dire qu'un déplacement est une isométrie. Mais j'ai dit c'est une isométrie qui conserve les angles orientés. OK? Voilà, qui transforme chaque angle orienté en un angle orienté de même mesure. Voilà. Donc ici, la bonne réponse, C est une bonne réponse. Oui, un déplacement est bien une isométrie. Une réflexion ici, réflexion c'est quoi? Par exemple, il y a la réflexion par rapport à une droite, réflexion d'axe. Donc ça, c'est un antidéplacement. Une réflexion, c'est un antidéplacement. Ce n'est pas une isométrie, ce n'est pas un déplacement. Bon, donc voilà, la bonne réponse, c'est C. Un déplacement est une isométrie. Voilà. Donc, chers amis, la vidéo prend fin ici. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, likez, partagez. Et n'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.